Au nom de Sherbrooke Academy, merci de votre participation à notre cycle de conférences. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Ksous, consultante RH, enseignante et animatrice de séminaires en développement personnel et gestion de carrière. Madame Ksous, marhaba bik et bienvenue. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Sidraoui. Merci beaucoup. Notre thématique, le leadership féminin, grande importance puisque le leadership féminin constitue un baromètre de la société. Aujourd'hui, les femmes sont des chefs d'État dans plus de 21 pays. Actuellement au Maroc, 7 femmes ministres sont en poste dans le gouvernement du Maroc. Une décision visionnaire qui vient renforcer la parité et l'équité dans les postes de décision. Madame Ksous, merci encore une fois d'avoir répondu à notre partenariat. Merci à vous. Je vous cède la parole pour nous expliquer dans un premier temps pourquoi nous parlons aujourd'hui de leadership et quelle est la place de la femme en entreprise en général au Maroc et au Maroc en particulier. Merci, donc je vous cède la parole. Très bien, merci beaucoup Sidraoui. Merci de me recevoir virtuellement au sein de Sherbrooke. Alors effectivement, pour introduire le sujet du leadership féminin, aujourd'hui, si on essaye d'analyser ce qui se passe dans les pays les plus développés, on parle encore aujourd'hui de parité homme-femme en entreprise. Il existe encore beaucoup aujourd'hui d'inéquité, que ce soit en termes salariales, en termes d'évolution de carrière, en termes également d'occupation de postes à responsabilité. Et dans le cadre de ce webinaire, on va s'intéresser principalement au leadership féminin en termes d'évolution de carrière et d'accessibilité donc à des postes de responsabilité en entreprise. En entreprise au Maroc, donc il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent de plus en plus au niveau de parité homme-femme, principalement lors du recrutement. On s'intéresse à savoir quel est le taux quel est le pourcentage de femmes dans l'entreprise. Cela dit, même lorsqu'on se retrouve dans des entreprises où on atteint un bon niveau de parité homme-femme, on se retrouve malheureusement avec trop peu de femmes représentées dans les postes de direction, dans les comités de direction, etc. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question de quelle est la place de la femme aujourd'hui en entreprise au Maroc et comment on peut favoriser l'évolution de carrière de ces femmes. Quand on parle de leadership féminin, ça peut être souvent un sujet un peu polémique parce qu'on parle de discrimination, parce qu'on considère la femme comme étant différente de l'homme. Donc c'est un sujet qui peut porter à polémique. Cela dit, ce qui est important, c'est qu'il y a une réalité et que cette réalité persiste et qu'on ne peut pas la nier aujourd'hui. Aujourd'hui, au Maroc, beaucoup de femmes encore peinent à occuper des postes de responsabilité en entreprise. Aujourd'hui, beaucoup de femmes peinent à trouver un équilibre entre leur carrière, d'un côté, et leur responsabilité en tant que mère et en tant qu'épouse. Beaucoup d'entre elles également ont du mal à prouver qu'elles sont compétentes et qu'elles méritent le même niveau de crédibilité que ses collègues masculins. Donc, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, au Maroc, il y a beaucoup de femmes il y a en tout cas des entreprises dans lesquelles on retrouve des femmes sur des postes de responsabilité et dans le CODIR. Et heureusement, cela dit, ce n'est pas la grande majorité des entreprises. L'objectif, quand on va parler aujourd'hui, en tout cas de leadership féminin, c'est pas de se dire on doit positionner des femmes parce qu'il faut les positionner sur des postes de responsabilité. On va plutôt penser en termes d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les femmes à monter en compétences pour justement réussir à accéder à des postes de responsabilité? Alors, je pense que tout le monde voit le diaporama que je partage. Il est accessible à tout le monde. On va s'intéresser à quelques chiffres. Et on commence d'abord à s'intéresser à quelques chiffres dans le monde. Donc, en France, par exemple, en moyenne, les femmes gagnent 23% de moins que les hommes. Si on pense en termes de travail, de nombre d'heures de travail équivalent, elles touchent pratiquement 17% de moins que l'homme. Et ça, c'est en France. Aux États-Unis, depuis le Covid, une femme sur 4 envisage de revoir ses ambitions professionnelles à la baisse ou carrément de ne plus travailler. Parce que justement, avec le Covid, elles se sont retrouvées avec des responsabilités plus grandes, à gérer également des responsabilités familiales. Au Canada, par exemple, pour chaque dollar gagné par un homme, une femme gagne environ 77 centimes, ce qui représente à peu près 30% de plus que ce que gagne une femme. En Allemagne, en 2018, seulement 5,6% des postes de direction des grandes entreprises étaient occupés par des femmes.
Et là, on est dans les pays les plus développés. Et si on s'intéressait un petit peu au Maroc? Au Maroc, si on cherche à savoir quel est le taux de femmes actives au Maroc, le dernier chiffre qu'on a de 2019 est de 21%, de 21,5%. Seulement 2% des entreprises marocaines ont une femme comme PDG. Les femmes dirigeantes sont plus présentes dans les très petites entreprises et également dans les PME, donc 13,4% à peu près dans les très petites entreprises et à peu près 10% dans les PME, ce qui représente généralement les entreprises familiales. Donc, il est plus facile pour une femme d'accéder à des postes de responsabilité dans les entreprises familiales que dans d'autres entreprises. Et un chiffre qui date de 2021, on a seulement 12% des entreprises au Maroc qui sont dirigées par des femmes. Donc, c'est une situation qui existe aujourd'hui et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle encore de leadership féminin et de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour valoriser le rôle de la femme en entreprise. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise, on se retrouve premièrement avec une très forte dominance masculine sur les postes de direction et avec un plafond de verre pour les femmes. Ce qui veut dire que oui, c'est vrai, aujourd'hui, les femmes continuent à évoluer dans leur carrière. Oui, c'est vrai, elles réussissent à avoir des promotions, à occuper des postes avec un peu plus de responsabilité, mais à quel niveau? À un certain niveau, ça devient plus compliqué pour une femme d'accéder à des postes vraiment de direction. Ce qui veut dire que plus on monte les échelons dans une entreprise, et moins on a de chances de retrouver des femmes à la place de poste de direction. Compte tenu des obligations de la femme au sein du foyer, dans la société et en entreprise, devrons-nous aujourd'hui plutôt parler de superwoman ou de femme leader? Alors, effectivement, si on essaye de voir aujourd'hui quelles sont les contraintes qui empêchent les femmes marocaines d'évoluer, il y a premièrement des contraintes sociales qu'on va voir un peu dans le détail. La première contrainte sociale, c'est les responsabilités familiales et les tâches ménagères, qui aujourd'hui reposent beaucoup plus sur les épaules des femmes que sur celles de leurs époux. Il y a également tout le volet héritage culturel marocain qu'on ne peut pas nier aujourd'hui dans notre société. On va en parler plus en détail. Les stéréotypes de genre et puis les difficultés également à networker. Aujourd'hui, une femme a beaucoup plus de difficultés à networker qu'un homme. Si on rentre dans le détail de chacune de ces contraintes sociales, la première, c'est donc la responsabilité familiale et tout ce qui touche aux tâches ménagères. Aujourd'hui encore, c'est des responsabilités qu'on donne aux femmes. La cuisine, les devoirs des enfants, le ménage, les courses, la gestion du foyer, les invitations familiales. On est d'accord que si on va voir chaque foyer marocain, la plupart des foyers marocains, on va se retrouver avec la femme qui gère toutes ces responsabilités. On se retrouve avec effectivement une évolution des mentalités, surtout dans les couples jeunes. Cela dit, il y a quand même une tendance à ces responsabilités qui reposent sur les épaules des femmes. En France, par exemple, et on parle de France, hein, après, effectivement, au Maroc, c'est peut-être un peu plus intensifié, mais en France, les femmes passent environ 1h30 par jour de plus que leurs époux sur les tâches ménagères. Ce qui est énorme. Si on fait le calcul au niveau de toute la semaine, on se rend compte que c'est énorme. Et on se retrouve avec un déséquilibre en termes de responsabilité des époux. Et de manière générale, dans la société, on se retrouve avec un déséquilibre des responsabilités des femmes par rapport aux responsabilités de leurs collègues hommes qui, eux, sont beaucoup plus libres pour mieux évoluer en entreprise. Et si on essaye de voir la société avant, comment ça se passait? Eh bien, avant, les responsabilités étaient bien délimitées. L'homme, l'époux, avait comme responsabilité la stabilité, la sécurité financière. Sa responsabilité, c'était de sortir du foyer, aller travailler et ramener de l'argent au foyer pour s'assurer de la sécurité financière. La femme, son rôle, c'était de rester à la maison, au foyer, s'occuper des enfants, de la cuisine, du foyer, de la maison, etc. Aujourd'hui, la configuration a changé. Les femmes ont gardé leur rôle de mère et d'épouse, mais elles ont endossé une autre responsabilité qui est également celle d'aller chercher de l'argent, la responsabilité de la sécurité financière. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en entreprise,
J'ai été moi-même souvent confrontée à des femmes qui me disent « Moi, je ne souhaite pas évoluer sur des postes à responsabilité parce que je rentre le soir à peu près à la même heure que mon mari. Lui s'allonge devant la télé et moi, j'ai ma deuxième journée de travail qui commence. Les enfants, la cuisine, le ménage, etc. » Ce qui veut dire qu'on se retrouve vraiment dans un déséquilibre qui fait qu'aujourd'hui, les femmes ne sont pas suffisamment libres pour penser à une évolution de carrière, à prendre de nouvelles responsabilités. Elles n'ont pas le temps et elles n'ont plus nécessairement l'énergie, on va dire, pour prendre de nouvelles responsabilités. La deuxième contrainte sociale, c'est l'héritage culturel marocain. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, je vous propose d'étudier un petit peu quelle est l'éducation que les femmes ont reçue versus l'éducation que les hommes ont reçue. Encore une fois, évidemment, les mentalités évoluent. On n'est plus dans le même système qu'on était avant. Cela dit, il y a quand même une même tendance. Et même finalement, dans les familles qui sont peu traditionnelles et qui n'inculquent pas ce genre d'éducation, il ne faut pas oublier que le lieu de sociabilisation des femmes n'est pas uniquement la famille. Il y a la famille, il y a l'école, il y a la rue, il y a le monde professionnel, etc. Et donc, de manière générale, une femme, elle va être surprotégée. On parle plutôt de la petite fille quand elle évolue tout au long de sa vie. Donc, elle va être encouragée plutôt à rester à la maison, à faire des activités plutôt safe, qui ne prennent pas de risques. Elle va être encouragée à rester proche de sa maman, l'aider à faire des tâches ménagères, s'occuper de la maison. Elle va être encouragée à rester dans sa zone de confort, de ne pas prendre de risques. Tandis que le petit garçon, lui, eh bien, on va l'encourager à aller jouer dans la rue avec les copains, aller faire des activités un peu plus risquées, du vélo, du judo, du foot. Il va y aller, il va tomber, il va se relever, il va tomber, il va se relever, et puis il va apprendre. Alors que la fille, on lui dit « Attention, tu vas tomber, attention, tu vas te faire mal, attention, tu vas te salir ». Et le message qu'on véhicule, en fait, c'est on est en train de lui dire « Attention, tu es fragile, tu es faible, tu as besoin d'être protégé ». Et donc, c'est le message qu'elle reçoit. C'est « je suis faible, je suis fragile, il ne faut pas que je prenne de risques ». L'incertitude, pour la femme, est considérée comme un danger de par son éducation, alors qu'on va plus encourager les petits garçons à aller vers l'incertitude parce que c'est là où on va pouvoir créer des opportunités. Le petit garçon, par exemple, qui reste toute la journée dans la rue à jouer avec les copains, il va développer des compétences que la petite fille n'aura pas développées, notamment des compétences pour développer des relations amicales avec de nouveaux copains, des compétences d'autonomie parce qu'il va passer toute sa journée dehors, de la créativité peut-être parce qu'il va inventer de nouveaux jeux, etc. Alors que la fille, elle va rester vraiment dans sa zone de confort. Il y a aussi un autre aspect, c'est sabr. Reste discrète, ne parle pas, ne dérange pas. Je parlais en fait de l'éducation qu'on fait aux filles sur l'importance d'être de sabr binti. Sabr binti, on l'entend beaucoup plus chez les filles que chez les garçons. On va lui apprendre à rester discrète, à ne pas faire de bruit, à ne pas déranger, à rester patiente, etc. Alors que le garçon, on va l'encourager à aller vers des activités où il va développer de la compétition, il va développer de l'ambition, un besoin de réussite. Et il y a aussi un autre aspect, ça fait partie des responsabilités qu'on fait peser sur les épaules des garçons. On lui apprend dès très jeune que c'est lui qui va prendre en charge sa famille et qu'il se doit d'être ambitieux, il se doit de réussir pour pouvoir justement prendre en charge financièrement sa famille. Donc, il va développer très jeune des compétences en tout cas une vision vers une carrière, une ambition et également des compétences de compétition, etc. La fille, donc, elle va être beaucoup plus encouragée à développer des compétences d'adaptation, parce qu'on doit s'adapter aux autres, de bienveillance, peut-être de relationnel, d'empathie, de flexibilité. Tandis que le garçon, il va développer plutôt des compétences d'autonomie, des compétences relationnelles. Il va apprendre aussi à se dépasser, parce qu'il va faire du vélo, il va tomber une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. La quatrième fois, ça va aller. Il va se dire, c'est bon, mes objectifs sont atteignables, donc il suffit que je me dépasse et que je mette en marche les efforts. Et donc, ça permet également de travailler sur sa confiance en soi. On a parlé également comme autre contrainte sociale des femmes, les stéréotypes de genre. Donc, aujourd'hui, c'est quoi une femme? Une femme, c'est trop sensible. Une femme ne sait pas être directive, n'est-ce pas?
Une femme, elle n'est pas suffisamment forte pour pouvoir diriger une équipe. Une femme, c'est faible. Une femme, c'est émotif. Une femme ne sait pas prendre des décisions. Et on a tous finalement grandi dans une société, et là je parle vraiment de société peut-être un peu mondiale, où on catégorise des compétences féminines et des compétences masculines. De par exemple, notre plus tendre enfance, on regarde des dessins animés et il y a toujours ces personnages de cette princesse faible et fragile qui se retrouve en difficulté, qui ne sait pas se sortir elle-même de cette difficulté et qui a besoin d'un homme, le prince charmant, qui va venir, lui, fort et courageux, la sortir de cette difficulté. Et très jeune, on apprend justement qu'une femme, c'est faible, une femme, c'est fragile, elle ne sait pas se prendre en charge, en quelque sorte. Et donc, on se retrouve avec des qualités considérées comme féminines, l'écoute, l'empathie, la bienveillance, etc., et des qualités considérées comme masculines, comme la compétitivité, être courageux, être fort, etc. Alors qu'en réalité, le leadership n'a pas de genre. Donc, il faut pouvoir justement, dans une entreprise, réduire ces stéréotypes de genre de manière à ce qu'on puisse donner la même crédibilité à la femme qu'à l'homme. Parce que si on se dit qu'une femme est faible, elle est trop émotive, elle ne sait pas prendre de décision, naturellement, on ne va pas lui proposer des postes de responsabilité. On va la proposer plutôt à des hommes. La dernière contrainte sociale dont on a parlé, c'est la difficulté à networker. Aujourd'hui, la visibilité en entreprise est un catalyseur de carrière. En entreprise, pour pouvoir évoluer, il est absolument essentiel de se rendre visible pour développer sa crédibilité, développer des relations stratégiques avec des personnes clés dans l'entreprise. Et aujourd'hui, une femme n'arrive pas aujourd'hui à se rendre aussi visible qu'un homme. Quelles sont les raisons? Premièrement, il y a une raison culturelle. Pourquoi? Parce qu'un homme, par exemple, les collègues, de manière informelle, ils vont peut-être organiser un after-work, un verre, un café, etc., entre collègues. Ils vont peut-être inviter de manière informelle des clients, ou même de manière formelle, des dîners d'affaires, etc. Et en réalité, culturellement, c'est mal vu qu'une femme sorte le soir avec des hommes. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué pour une femme de se rendre visible auprès des collègues, des managers, des directeurs, des clients, des prestataires, etc. Et dans certains cas, l'époux refuse qu'elle sorte avec des hommes le soir parce que c'est culturellement mal vu. Et le deuxième aspect, c'est que la femme a également tellement de responsabilités familiales qu'elle n'a pas le temps. Elle n'a plus le temps pour sociabiliser avec les collègues, avec les managers, etc. Et donc, on se retrouve dans une situation où les hommes réussissent à se rendre visibles. C'est facile pour un homme de sortir le soir, d'aller à des after-work, d'aller à des événements de networking, d'aller dans des dîners d'affaires, etc. Mais la femme se retrouve à devoir rater des occasions de dîner d'affaires, de sorties, de se rendre visible, de développer sa crédibilité, etc. Et aujourd'hui, en entreprise, à qui on va donner des postes de responsabilité? On va donner des postes de responsabilité à un homme qu'on voit régulièrement, qui est toujours là à développer des relations stratégiques avec les clients, ou à une femme qui, à 18 h, doit sortir parce qu'elle doit récupérer ses enfants pour les emmener à la danse ou au karaté, etc. Donc, naturellement, on va beaucoup plus prioriser les hommes sur des postes de responsabilité. Donc là, on a vu les contraintes sociales qui empêchent les femmes d'évoluer en entreprise. Mais il y a également des contraintes psychologiques. De par principalement l'éducation faite aux femmes. Premièrement, il y a la surcharge mentale. Donc, une femme, on l'a vu, elle a beaucoup plus de responsabilités familiales, beaucoup plus de tout ce qui est tâches ménagères, etc. Et elle a beaucoup moins de temps, finalement, pour gagner en responsabilité. En plus de cela, beaucoup de femmes aujourd'hui que j'accompagne me disent, beaucoup de femmes aujourd'hui que j'accompagne me disent, moi, je n'ai plus ou rajouter une autre responsabilité. Je ne peux plus. Si je rajoute une autre responsabilité, je vais faire un burn-out. Et je pense que les femmes ici présentes peut-être se reconnaîtront, mais le soir, avant de se coucher, il y a toute cette checklist mentale de ça a été fait, ça n'a pas été fait, ça je dois faire ça, je dois envoyer ça ci, etc. Et ça n'arrête jamais finalement. Donc, on ne peut plus rajouter de nouvelles responsabilités. Surtout qu'un nouveau poste,
de direction, par exemple, veut dire beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie déployée, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de charges. Et donc, à ce stade, c'est très compliqué pour une femme, justement, d'arriver sur ces postes-là. Il y a également beaucoup moins plutôt de confiance en soi. Les femmes aujourd'hui vivent, pas uniquement au Maroc, pas uniquement en Afrique, vivent beaucoup le complexe de l'imposteur. Au Maroc, si je prends uniquement le cas du Maroc, on nous a transmis un message implicite dans cette culture marocaine que l'espace public appartient à l'homme. Quand on sort dans la rue, une femme peut se faire embêter. Quand on passe à côté d'un café rempli d'hommes, on baisse la tête, on passe de l'autre côté du trottoir, on se fait discrète. On nous envoie le message que voilà, l'espace public appartient à l'homme. Et l'autre élément important, c'est que quand on voit tout ce qui est exemplarité, quand on voit les postes de direction, les postes de PDG, les postes au niveau du comité de direction, on se retrouve avec beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et donc, inconsciemment, on intègre l'idée que la compétence appartient à l'homme. L'homme est détenteur, c'est lui qui est détenteur de la compétence. Et donc, inconsciemment, on donne plus de crédibilité à l'homme. Et on se retrouve avec des femmes en entreprise qui souhaitent évoluer, mais qui ont ce complexe de l'imposteur en se disant, moi, est-ce que réellement je suis à ma place ici? Est-ce que l'homme, mes collègues hommes, peut-être qu'ils sont plus légitimes que moi ici? Peut-être que si je postule sur des postes de responsabilité, peut-être qu'eux sont beaucoup plus légitimes que moi. Il y a également, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est dans l'éducation, l'importance des femmes à être discrètes. Versus, aujourd'hui, l'importance de développer son personal branding en entreprise. En entreprise, il faut pouvoir se rendre visible. Mais les femmes, justement, de par notre éducation, on a intégré l'idée qu'il faut se faire discrète, il ne faut pas déranger, il ne faut pas trop se faire voir, il faut être humble. Si on parle trop de nous, eh bien, on va nous prendre pour quelqu'un d'arrogant. Et donc, il y a cette contradiction qui fait qu'aujourd'hui, les hommes ont beaucoup plus de facilité à se brander en entreprise, à se marketer, à se vendre. Et dernier point par rapport aux contraintes psychologiques des femmes aujourd'hui marocaines, c'est que la culture marocaine culpabilise beaucoup les femmes. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas le droit à l'erreur. Les femmes grandissent avec le sentiment qu'elles se doivent d'être irréprochables, surtout. Et c'est très difficile pour une femme de faire une erreur parce que directement après, elle va se retrouver dans de la culpabilisation. Tandis que l'homme, quand il a grandi, il faisait une bêtise quand il était enfant, on disait « Ah mais c'est pas grave, c'est un garçon, ça fait rire, c'est pas grave ». Et donc, il y a ce côté où justement, ça devient assez compliqué pour la femme de faire des erreurs. Et ce qui arrive, c'est qu'elles se disent, beaucoup de femmes me disent, je ne souhaite pas être sur des postes avec plus de responsabilités parce que j'ai peur de faire une erreur. Premièrement, si je fais une erreur, je vais culpabiliser, je ne vais pas accepter cette situation. Et en plus, si je fais une erreur, on va me dire, ah, c'est parce que c'est une femme qu'elle a fait cette erreur. Donc, on se retrouve avec une tendance des femmes à la discrétion. Juste pour apporter quelques chiffres pour illustrer un petit peu tout ce qui vient d'être dit. Ça, c'est des études qui ont été réalisées en Europe. Ce n'est même pas des études réalisées au Maroc. Une femme sur 8 négocie son salaire à l'embauche contre un homme sur 2. C'est-à-dire que, naturellement, un homme sur 2 va négocier son salaire quand il va être recruté. Seulement une femme sur 8 va oser négocier son salaire. Encore une fois, la discrétion, il ne faut pas embêter, il ne faut pas, etc., etc. Les femmes, de manière générale, elles attendent d'avoir 120% des compétences d'un poste avant de postuler, alors que les hommes ne se contentent d'avoir que 60%. Ce qui veut dire que la femme, si elle a 100% des compétences, elle n'ose pas postuler. Elle va attendre de dépasser, d'être surdimensionnée par rapport au poste avant de postuler. Et dernier point, c'est les femmes scientifiques qui, dans leur rapport, utilisent 12% de qualificatifs positifs en moins que leurs collègues hommes dans les articles qu'elles rédigent quand il s'agit de présenter leurs travaux. Est-ce que la situation de la femme a changé et quelle est sa situation en général au Maroc? Alors, effectivement,
Pendant le Covid, ce qui s'est passé, c'est que les entreprises ont encouragé le télétravail. Et en réalité, aujourd'hui, beaucoup de femmes se positionnent sur le télétravail à temps plein parce que ça les arrange naturellement, de par leur responsabilité familiale, ça les arrange d'être à la maison et de travailler à la maison de manière à pouvoir équilibrer entre leurs engagements professionnels et leurs engagements personnels en tant que mère et épouse. Donc aujourd'hui, beaucoup plus de femmes sont en télétravail et les hommes ont beaucoup plus tendance à retourner en présentiel. En réalité, la crise sanitaire, toute la partie Covid, touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes, déjà, dans leur journée de travail en télétravail, sont beaucoup plus facilement interrompues que leurs époux, par exemple. Si une femme est en télétravail en même temps que son époux, elle va être sollicitée régulièrement sur des choses sur lesquelles lui ne sera pas sollicité. Les enfants vont venir la voir, maman j'ai faim, je ne sais pas quoi faire de ça, aide-moi avec mes devoirs. S'il y a de l'aide, une femme de ménage par exemple, ah madame j'ai besoin d'acheter du beurre, qu'est-ce que je fais à manger, etc. Et ça, l'homme ne va pas du tout être finalement sollicité sur ce genre de problématique. Ce qui fait que finalement, lui, l'homme, a beaucoup plus de facilité en télétravail à se concentrer sur son travail, à avancer, et il est beaucoup plus libéré mentalement de ce genre de responsabilité. Le deuxième point, c'est que les femmes, aujourd'hui en télétravail, qui sont beaucoup plus nombreuses que les hommes, eh bien, elles ne se rendent pas visibles, puisqu'elles sont en télétravail, elles ne sont pas présentes en entreprise. Il y a des personnes en télétravail qui sont peut-être un petit peu plus introverties, plus réservées et qui peuvent très rapidement switcher vers un comportement peut-être être isolé du reste de l'équipe. En présentiel, il est beaucoup plus simple de se rendre visible, ne serait-ce que par des moments informels. On va aller prendre un café avec un collègue, on va aller voir un collègue discuter un petit peu, etc. On va se rendre visible, on va être présent dans les réunions. Et donc, les femmes aujourd'hui qui décident d'être en télétravail, et c'est légitime de par toute leur responsabilité familiale également, eh bien, elles se retrouvent finalement pas valorisées par rapport aux hommes sur cet aspect-là. Et le dernier point, c'est qu'en télétravail, la limite entre le monde professionnel et la vie privée, finalement, elle est très fine parce que je suis à la maison, je travaille de chez moi à la maison, mais je travaille en même temps que je suis à la maison. À quel moment, physiquement, à quel moment ma vie personnelle s'arrête et ma vie professionnelle commence, et vice-versa. En France, par exemple, une étude dit qu'il y a 34% des femmes en télétravail qui s'estiment à la limite du burn-out, ce qui est quand même aujourd'hui énorme. Donc, on se retrouve dans une situation où les femmes ont beaucoup moins de chances d'être promues en télétravail, et ce, surtout sur des postes à responsabilité. Parce que aujourd'hui, lorsqu'une femme souhaite évoluer sur des postes de direction, par exemple, plus on évolue sur dans les échelons d'une entreprise, et plus les collaborateurs sont attendus plus uniquement sur des compétences techniques, mais également sur des compétences comportementales qu'il est important de pouvoir montrer en présentiel, comme le relationnel, la capacité à négocier, la capacité à manager une équipe, la capacité à présenter des réunions, etc., etc. Et donc aujourd'hui, elle se retrouve malgré tout un petit peu, pas au même niveau que l'homme lorsqu'elle décide d'être en télétravail. Par exemple, j'ai déjà une femme qui m'a raconté son histoire où elle a souhaité postuler. Elle était intéressée pour postuler sur un poste de responsabilité. Elle a postulé, elle a passé un entretien qui s'est très bien passé et elle est en télétravail à temps plein. Elle a un collègue qui est en présentiel, qui a passé un entretien. Ils sont au même niveau de compétences, de profil, etc. Et ils ont décidé de prendre l'homme, le collègue masculin, parce que naturellement, il était physiquement présent, on le voyait tous les jours, et on lui faisait beaucoup plus confiance, on avait beaucoup plus de crédibilité, et on lui faisait beaucoup plus confiance à lui qu'à elle, finalement, qui était en télétravail tous les jours. Quelles sont les solutions pour justement que l'entreprise favorise un climat qui réduit ces stéréotypes et pour encourager les carrières de la femme et que la femme puisse reprendre en main leur carrière? Alors, effectivement, merci Sidra. Oui,
C'est une question aujourd'hui qu'il faut se poser parce qu'on voit les problèmes, on voit les différentes contraintes, les différentes difficultés. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et aujourd'hui, on va essayer de voir quelques bonnes pratiques qui sont aujourd'hui réalisées en entreprise, au Maroc et ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour nous assurer justement de faire en sorte que les femmes puissent prendre en main leur carrière, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, c'est que l'objectif n'est pas de placer des femmes sur des postes à responsabilité juste pour le principe de les placer. L'objectif, c'est au contraire de les accompagner de manière à ce qu'elles puissent monter en compétences et pouvoir accéder à des postes à responsabilité en ayant le profil qu'il faut. Alors, premièrement, un point important, c'est la gestion de carrière. En entreprise, au Maroc, beaucoup, ce qui est très fréquent, c'est de promouvoir des personnes soit parce qu'ils ont été très performants à un moment donné, soit parce qu'ils sont très sympathiques et appréciés de tous, et qu'ils ont un bon relationnel et ils savent bien se vendre, etc. Et finalement, on se retrouve dans des situations où souvent, on va comparer une personne dans un poste de direction à une autre personne qui n'a pas réussi à obtenir ce poste de direction, et on va se rendre compte qu'il y a quand même un écart en termes de compétences et que la personne qui a été promue ne détient pas nécessairement les bonnes compétences qu'il faut pour bien tenir le poste. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est que certaines décisions, des fois en entreprise, des décisions de promotion, sont basées sur des éléments qui peuvent être subjectifs. La crédibilité que je donne à un collaborateur, la perception que j'ai de ce collaborateur, ça, c'est des éléments qui sont très subjectifs. L'objectif, c'est de baser les décisions de promotion sur des éléments plus rationnels et plus objectifs. Et on ne promeut pas une personne juste parce qu'elle est sympathique, on promeut une personne parce qu'elle détient les compétences qu'il faut pour bien tenir un poste. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Du coup, quelles peuvent être les solutions en termes de gestion de carrière? Premièrement, une politique de gestion de carrière bien ficelée. Des parcours de carrière qui soient clairs pour donner une visibilité aux collaborateurs et collaboratrices sur quelles sont leurs opportunités d'évolution de carrière, pour leur permettre aussi de se projeter, de savoir qu'elles ont un avenir dans cette entreprise. Donner également des critères de promotion qui soient clairs, de manière à ce que lorsqu'on promeut une personne, on connaît les raisons pour lesquelles elles ont été promues. Mettre en place également des outils RH, ces outils qui vont permettre de cadrer les choses et de rationaliser les décisions. Un référentiel emploi-compétences, par exemple, qui permet de donner pour chaque poste, c'est quoi les compétences dont la personne qui occupe le poste a besoin pour bien tenir le poste et le niveau de la compétence. Les bilans de compétences également, qui est un bilan de compétences par collaborateur, quelles sont les compétences techniques et comportementales que détient ce collaborateur, de manière à mieux l'accompagner dans son évolution de carrière, mais de manière objective. Et également un accompagnement personnalisé et collaboratrice dans leur développement de carrière. Tout ceci, naturellement, doit s'accompagner d'une bonne communication pour sensibiliser les équipes à l'importance d'avoir des évolutions de carrière qui sont réellement basées sur des éléments objectifs et rationnels. Un autre élément de réponse, finalement, si on cherche des solutions, l'accompagnement des collaboratrices dans leur évolution de carrière. Ça peut être des formations, ça peut être du coaching, ça peut être du mentorat. Et aujourd'hui, au Maroc, on voit beaucoup d'entreprises, principalement des multinationales, mais pas que, qui commencent à se positionner sur ce genre d'action à mettre en place pour pouvoir accompagner leurs collaboratrices dans leur montée en compétences, dans leur évolution de carrière. Quel est l'objectif? C'est de valoriser déjà les collaboratrices en entreprise, les encourager à prendre en main leur carrière, développer leur confiance en soi, leur ambition, et également les accompagner pour travailler sur leur visibilité et leur capacité à networker. Donc, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, elles ont beaucoup moins tendance à se vendre que les hommes parce que justement, ce n'est pas une compétence qu'on a. On a cette croyance limitante que, en réalité, il faut qu'on soit discrète parce que si on n'est pas discrète, on ne va pas nous aimer, on ne va pas nous apprécier. Alors qu'en réalité, il faut pouvoir travailler justement sur tous ces paradigmes. Un autre élément de réponse par rapport à qu'est-ce qui peut être mis en place en entreprise, c'est tout simplement des programmes de sensibilisation. Donc, travailler vraiment sur toute la culture de l'entreprise pour nous assurer que tous les collaborateurs au sein de l'entreprise donnent le même niveau de crédibilité aux femmes qu'aux hommes, aux collaboratrices, aux collaborateurs.
Donc, on peut s'intéresser premièrement aux femmes de l'entreprise, donc les sensibiliser pour développer leur ambition, développer leur audace, leur courage, leur montrer également qu'elles ont un avenir dans cette entreprise, qu'elles ont des opportunités d'évolution. S'intéresser également à l'ensemble des collaborateurs, parce qu'il ne s'agit pas juste des femmes, il faut aussi pouvoir sensibiliser l'ensemble des collaborateurs. Donc, essayer d'éviter justement de bannir tous les stéréotypes de genre et valoriser les collaboratrices aux yeux de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et également auprès des managers, parce qu'aujourd'hui, les managers ont un rôle crucial à jouer en termes de culture de l'équipe, en termes de mentalité au sein de l'équipe, et c'est important que les managers également soient sensibilisés. Sensibilisés aux contraintes que vivent les femmes et qui font qu'aujourd'hui, elles ont du mal à évoluer dans l'entreprise, mais également pour que les managers puissent les accompagner, les encourager plutôt à évoluer, les faire monter en compétences, etc. Ce qui est important également dans la sensibilisation, c'est de créer un espace de dialogue. Premièrement, pour donner la parole aux femmes, mais également pour permettre aux hommes d'être également impliqués dans la discussion. L'objectif n'est pas de se dire « Ah, nous, les femmes, les pauvres, on est victimes et les hommes, ah, c'est les coupables, c'est les méchants ». Absolument pas. On est une société et une société est composée de femmes et d'hommes. Et les femmes, comme les hommes, véhiculent ce genre de stéréotypes. Il faut pouvoir justement travailler sur ça de manière générale. L'homme fait partie du problème au même titre que la femme, mais il fait aussi partie de la solution et c'est important également de l'inclure dans ces programmes de sensibilisation, de l'inclure dans les discussions, de manière à ce qu'ils ne se sentent pas exclus. Ce n'est pas non plus l'objectif, qu'ils ne sentent pas qu'il y ait une discrimination, qu'ils soient réellement sensibilisés au fait qu'il y a des contraintes aujourd'hui que vivent les femmes et c'est la raison pour laquelle on cherche à les accompagner. Un dernier élément de réponse, ça pourrait être encourager plutôt les modes hybrides. On a parlé du télétravail, on a parlé des limites au télétravail pour les femmes. Et on peut proposer un mode hybride où on alterne le présentiel et le télétravail. Ça permettrait de faciliter l'équilibre entre la carrière des femmes et leurs responsabilités en tant que mère et épouse, avec certains jours de la semaine où elles sont au travail, où elles peuvent se concentrer à temps plein au travail, où elles peuvent développer leur personnel branding, se rendre visibles, développer leur relationnel, etc. Mais aussi avec un moment, quelques jours de la semaine, où elles sont à la maison, où elles peuvent prendre en main leurs responsabilités familiales. Ça permettrait également aux femmes de se rendre plus visibles et de maintenir également leurs relations professionnelles. C'est très important pour une bonne évolution de carrière. Si on propose ce genre de mode hybride, de favoriser également des événements qui permettent aux collaborateurs et aux collaboratrices de se rencontrer. Donc, de créer vraiment des événements pour permettre aux femmes de se rendre visibles. Alors, ça peut être tout type d'événements, des événements de networking, ça peut être des after-work, ça peut être des team building, ça peut être des dîners ou peut-être des déjeuners pour pouvoir également s'adapter aux contraintes sociales des femmes. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir travailler sur déjà avoir conscience de ces contraintes et pouvoir mettre en place des solutions, des actions de manière à permettre aux femmes de gérer leurs responsabilités familiales, mais tout en prenant en main leur carrière et en sachant qu'elles ont des possibilités d'évoluer dans leur carrière. Alors peut-être juste pour conclure, ce que je souhaiterais juste rajouter, c'est que oui, il y a des contraintes, il y a des problèmes, il y a une situation, un environnement qui fait qu'aujourd'hui, les femmes ont du mal à évoluer en entreprise sur des postes à responsabilité. Il y a des plafonds de verre. Cela dit, aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité et il y a des choses que les entreprises aujourd'hui peuvent faire, des actions qu'elles peuvent mettre en place pour encourager les femmes vers une évolution de carrière, vers une montée en compétences et pour accéder donc à des postes à responsabilité, des postes de direction en entreprise. Et ce qu'il faut aussi, juste pour conclure, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'ensemble des collaborateurs est impliqué, tout le monde est concerné par le problème et donc tout le monde doit être concerné par la solution. Voilà. Je vous informe aussi que l'enregistrement de ce webinaire sera envoyé à tous les participantes et participants. Et encore une fois, Madame Ksous, nous vous remercions pour ce riche échange et partage. Nous espérons vous revoir très prochainement pour un nouvel événement, Inch'Allah.
Et chers participantes et participants, nous vous remercions encore une fois pour votre participation. Continuez à nous suivre pour nos prochains rendez-vous et conférences. Merci encore et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Sidi Raoui. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir.